D'abord, j'étais longtemps conseiller national de Genève, à la commission des affaires étrangères, à Berne, etc., etc. Et j'ai vu comment fonctionne le banditisme bancaire suisse. Vous savez que la Suisse est 27% de toutes les fortunes offshore, c'est-à-dire de toutes les fortunes nées en dehors de leur pays d'origine, sont gérées en Suisse. La Suisse est le revenu par tête habitant, le deuxième pays le plus riche de la Terre, par tête habitant sur la Banque mondiale. Alors qu'elle n'a aucune matière première, un peu d'eau qui tombe des montagnes, qui donne de l'électricité, mais elle n'a aucune matière première. Et elle est le deuxième pays le plus riche de la Terre, revenu par tête habitant. La richesse de la Suisse, c'est l'argent d'autrui. L'argent fuite des pays du tiers-monde, l'argent de la corruption internationale, l'argent du crime international. Et depuis, mon métier, c'est la sociologie du tiers-monde, les sociétés du tiers-monde. J'étais professeur pendant très longtemps, spécialisé dans la sociologie des sociétés extra-européennes, enfin, de l'hémisphère sud. Mon tout premier poste, mon premier travail, était employé des Nations Unies, expert des Nations Unies au Congo. Tout de suite après l'assassinat de Lumumba. Et j'ai vu l'horreur que provoque l'argent du sang. Mobutu avait des milliards et des milliards en Suisse, et au Congo, il n'y avait pas un hôpital, une école qui fonctionnait, etc. Et des gens mouraient de faim. C'est la découverte, au début des années 60, que j'ai faite en tant que jeune sociologue au Congo, de l'argent du sang et de ses conséquences. Les enfants congolais ne meurent pas à la coraterie ou à la rue du Rhône. Le sang ne coule pas sur les façades des banques. Mais en fait, c'est ça. L'immense richesse de l'oligarchie bancaire suisse, de cette oligarchie bancaire, qui est très compétente, qui est totalement cynique, qui est comptablement honnête, comptabilisé, mais totalement cynique, qui prend l'argent, d'où qu'il vienne, quelle que soit l'origine, et qui le réinvestit pour les malfaiteurs. Cet argent du sang m'a préoccupé jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai vu les conséquences. Plus tard, beaucoup plus tard, je suis devenu le premier rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Pour le droit à l'alimentation. Et là, j'ai vu, tous les 5 secondes, selon l'info, tous les 5 secondes d'un enfant sous les 10 ans meurt de faim. Tous les 5 secondes. Actuellement, c'est le chiffre de l'info. Près de 900 millions de personnes sur les 7,2 que nous sommes sont gravement en permanence sous-alimentées. Et la même FAO, dans le même rapport au Food Security, dit que l'agriculture mondiale, telle qu'elle est aujourd'hui, pourrait nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains. C'est le double de l'humanité. Il n'y a aucune fatalité. Nous vivons sous ce monde cannibale, où de très petites oligarchies du capital financier international dominent la planète, et où une immense masse de gens sont expulsés de l'économie, sont expulsés d'une vie normale, etc., et meurent de faim. Alors, dans ce système d'ordre cannibale, la Suisse joue un rôle totalement central. Parce que la Suisse, par exemple, Genève est après Londres, le deuxième marché pour les matières premières agricoles. Spéculation boursière sur le riz, etc.
Voilà, c'est la réponse à votre question. Mhm. Quelle est ma motivation profonde? Quand j'étais au Parlement, j'ai vu de près comment l'État se mettait à genoux en permanence devant l'oligarchie bancaire. En tant que professeur de sociologie des pays du tiers-monde, j'avais accès aux chiffres de cette horreur. Et en tant que rapporteur spécial, ensuite, à partir de 2000 jusqu'à 2008, rapporteur spécial de l'ONU, j'ai vu les conséquences, notamment la faim dans le monde. Un enfant qui meurt de faim, maintenant nous parlons, est assassiné. Il n'a aucune fatalité, puisque l'humanité, si la distribution de la nourriture était réglée normativement, si le droit à l'alimentation, le droit de l'homme, l'universel de l'homme à l'alimentation était respecté, tout le monde mangerait. Or, c'est le marché qui règle l'accession à la nourriture, le marché. Celui qui a de l'argent mange et vit, celui qui n'a pas d'argent souffre, a faim et meurt. Et je donne le dernier chiffre. La Banque mondiale, l'année dernière, a dit les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, enfin, tout ça c'est dans le livre, les sociétés privées, ont contrôlé l'année dernière 52,2% du produit mondial brut. C'est-à-dire de toutes les richesses produites en une année sur la planète. 500 sociétés transcontinentales privées. Ces minces oligarchies du capital transcontinental privé dominent la planète. Ils ont un pouvoir comme jamais un homme, jamais un pape, un empereur, un roi n'ont eu. Elles s'échappent à tout contrôle syndical, parlementaire, étatique, comme ça. Ils ont une seule stratégie qui est la maximalisation du profit dans le temps le plus court et en général à n'importe quel prix humain. Elles savent, ça j'ai dit positivement, elles savent faire énormément de choses, elles ont une créativité incroyable. Dans la pharmacie bâloise, un nouveau molécule né tous les 6 mois, à la Wall Street, un nouvel instrument financier tous les ans, enfin une vitalité, une créativité de ces oligarchies transcontinentales énorme, mais ils ont un pouvoir plus fort que les États les plus forts de la planète. Et ils gouvernent le monde. Et elles ont créé une dictature du capital financier globalisé qui, encore une fois, permet l'accumulation de richesses incroyables entre les mains de très très peu de gens. Les 85 personnes les plus riches de la Terre possèdent autant de fortune que 3,7 milliards les plus pauvres de la planète. Que la moitié la plus pauvre de la planète. Une inégalité incroyable et donc une souffrance incroyable pour les plus pauvres. Et c'est contre cet ordre du monde cannibale que je lutte. Par mes livres, par mon mandat parlementaire, par mon enseignement à l'université, par mes mandats des Nations Unies. Voilà. Total. Mais pas. Ça ne signifie pas qu'on oppose le communisme soviétique au capitalisme. Il faut abattre, dépasser ce système de l'oligarchie dictatoriale de cet ordre du monde, de l'inégalité, etc. Par une révolution à venir, c'est-à-dire et elle vient parce qu'il y a un nouveau sujet historique qui est en train de naître, qui est la société civile planétaire. C'est une multitude de mouvements sociaux, d'églises, de syndicats, etc., de gens qui se lèvent
et qui, sur des fronts tout à fait différents, luttent contre cet ordre du monde. Immanuel Kant, le philosophe allemand, a dit « L'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi. » Autrement dit, l'impératif moral, la société civile ne vit que par la conscience de l'identité. Des millions de gens aujourd'hui ne veulent plus vivre sur une planète qui croule sous les richesses, mais où tous les 5 secondes un enfant meurt de faim. Pour des raisons. Et donc cette insurrection des consciences est en route, qui va abattre le régime des oligarchies. Quel sera le chemin? Quel sera le résultat? On ne le sait pas. Dans la Révolution française, les ouvriers qui ont pris la Bastille le 14 juillet 89, 1789, eh bien, se sont dressés contre la féodalité du roi, contre la Bastille, contre la prison politique, etc., contre le régime féodal. Mais en abattant la Bastille, ce soir du 14 juillet, ils ne savaient pas ce qui allait venir. Quelle sera la constitution de la Première République, par exemple? Quel sera le catalogue des droits de l'homme, etc., etc. Quelle sera la forme républicaine, souveraine de l'État? Ça, c'est le mystère de l'histoire. Ouais. Le processus de libération. Il faut déclencher le processus qui abat le système capitaliste. Mais ce que la liberté libérée dans l'homme créera, c'est le mystère de l'histoire. Donc chacun de nous a en lui l'utopie d'un monde juste, d'un monde partagé de tous. Et l'histoire est très claire là-dessus. L'esclavage, qui a déporté 400 millions d'Africains sur 350 ans à travers l'Atlantique du Nord et du Sud, ben, on ne pouvait pas améliorer le système esclavagiste. Ou bien un homme est un homme, un noir, un blanc, etc., est un homme qui mérite le même respect, les mêmes droits, etc. Ou bien une partie de l'humanité sont des animaux. On peut déporter, vendre, torturer, etc. Il n'y a pas de compromis, pas d'amélioration possible avec le système esclavagiste. Il fallait le détruire. La féodalité qui a duré jusqu'à la Révolution française, ben, il fallait la détruire, la féodalité. Bien c'est le peuple qui est souverain, bien c'est un roi tombé du ciel. Bon, il n'y a pas de compromis possible. Exactement. Avec le colonialisme, la même chose. Oui, un peuple a droit à la souveraineté. Tous les peuples du monde, où certains ont vocation d'être colonisés. Non, le colonialisme comme système devait être détruit comme système. La discrimination de la femme doit être détruite comme système. Le capitalisme, qui est simplement un autre exemple de système de contrainte et de violence et d'exploitation, doit être détruit total. Et dans le champ de ruines va naître un monde nouveau, dont les Nations Unies, qui sont tellement paralysées aujourd'hui à cause d'un Conseil de sécurité, où les pires puissances ont un veto, un droit de veto qui paralyse toute action. En Syrie, effroyable massacre d'une population, ben, les Russes qui bombardent ont un veto. Il n'y a aucun casque bleu, il n'y a aucun corridor humanitaire, aucun no-fly zone, rien en Syrie. De massacre qui continue depuis 11 ans, dans le silence total. Même chose au Yémen, même chose maintenant en Ukraine. Les Nations Unies sont paralysées totalement, de nouveau à cause du veto russe. C'est vrai que les Nations Unies sont dans un très très mauvais état. Mais c'est la seule instance potentielle qu'on a pour assurer une sécurité collective sur la planète. Elles sont irremplaçables, même si pour l'instant, elles attendent la renaissance. La fin de notre monde augmente. Il va augmenter encore beaucoup plus, parce que l'Ukraine, qui est le 3e exportateur de
de blé, de maïs, etc., que le céréales du monde, est empêché d'exporter, pratiquement. Il y a quelques bateaux, mais totalement et noir, complètement. Et je prends l'Égypte, par exemple, qui est le pays du tiers-monde qui importe le plus de céréales du monde. 12 millions de tonnes par an. Non, 12 millions. Dont 8 millions de l'Ukraine. Ben, si plus rien n'arrive, les Égyptiens vont mourir. Tel que c'est maintenant. La nouvelle récolte est en septembre. Si de ces nouvelles récoltes, rien ne part en Égypte, très très peu, eh bien les 102 millions d'Égyptiens, la majorité, va tomber dans l'abîme de la faim. Donc on est devant au seuil d'une effroyable tragédie. Même chose pour la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. La FAO a publié une statistique récemment disant que de 45 pays africains du Moyen-Orient, 45 pays africains du Moyen-Orient importent plus du tiers de sa nourriture d'Ukraine. Et que l'agriculture mondiale peut nourrir sans problème 12 milliards d'êtres humains. 12 milliards maintenant. Nous sommes 7,8, donc presque la moitié. Presque le double de l'humanité. Si la distribution de la nourriture, l'accès à la nourriture ne dépendait pas du pouvoir d'achat du consommateur, mais dépendait du respect du droit humain à l'alimentation, donc une distribution juste de la nourriture, pratiquement le double de l'humanité pourrait être nourrie. Mais encore une fois, le problème n'est pas un problème de production. Ça l'était il y a 200 ans. Mais aujourd'hui, c'est plus un problème c'est du problème de distribution, d'accès à la nourriture, de monopolisation des richesses du monde par ces oligarchies. C'est ça le problème. Ce n'est pas une question de manque de productivité. La source de la pauvreté, c'est corruption, c'est exploitation par les multinationales, c'est assèchement des terres. Le tiers des terres africaines sont terres sèches, c'est-à-dire avec moins de 450 mm par mètre carré de pluie par an, dessèchement, où l'agriculture n'est plus possible sans irrigation. Or, 3,5% des terres agricoles africaines, sont irriguées, rien irrigué. Le reste, c'est l'agriculture de pluie, comme il y a 3000 ans. Voilà, il y a une multitude de sources de la pauvreté, mais le pape François, ce type étonnant, a dit ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'1 milliard d'êtres humains sont des déchets. Déchets, c'est le terme du pape. Déchets, c'est-à-dire, c'est le bottom billing. C'est le milliard des plus pauvres du monde, c'est ceux qui sont exclus du travail, d'une vie familiale, d'un accès régulier à la nourriture, à des soins, etc. Ils sont expulsés du système économique. Et pour la Banque mondiale, plus d'1 milliard, donc ce milliard, gagne moins de 1,5 $ par jour. Et ça, c'est la définition, celui de la pauvreté. Sur une planète qui déborde de richesses. Et c'est ça l'absolu scandale. C'est-à-dire, j'avais des menaces de mort, des protections policières, etc. Surtout après le livre La Suisse lave plus blanc. La Suisse lave plus blanc. Ah, vous avez lu Oui, là, on avait la police qui a... Je pense que ça sert à rien. Mais on a levé mon immunité parlementaire,
j'ai eu une avalanche de procès sur le dos. Enfin, tout ce que vous voyez là à la maison, ça appartient à ma femme. Enfin, j'ai rien donc. Mais j'étais quand même réélu au Parlement. La population m'a réélu. Vous comprenez? Oui. La démocratie suisse, elle fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être assassiné, ça ne veut pas dire ça. Mais il y a un état de droit. Ça existe. La liberté d'expression, ça existe. Pour ceux qui a aidé chez moi, c'est que tous les livres ont été publiés à Paris et traduits pratiquement dans le monde entier, même en Chine et tout ça. Donc ça m'a donné un peu une protection. Mais en fait, en principe, l'état de droit existe. Ce qui est une conquête du peuple. Alors j'ai une très très grande admiration pour tous les opposants en Kirghizie, dans tous les pays dictatoriaux, qui risquent la vie de leur famille, leur existence, en protestant, en disant la vérité. Moi j'ai une énorme admiration, une totale solidarité, admiration pour ces hommes, ces femmes, ces adolescents qui ont ce courage-là. Parce que leur situation de dissident, moi je suis un dissident suisse, de dissident est totalement différente de la nôtre. Exactement. Il risque leur vie, pointe à la ligne. Ce qui n'est pas le cas ici, sauf s'il y a un fou. C'est-à-dire que c'était difficile de me diffamer. Bon, il y a une diffamation totale dans la presse. Mais le pouvoir avait de la paix. Le pouvoir, c'est le pouvoir des banquiers, hein, ça, il n'y a pas de doute. C'est les banques qui gouvernent la Suisse. Ben oui, on est le seul parlement démocratique du monde qui n'a pas l'incompatibilité. Dès que vous êtes élu au Parlement, ben vous êtes coopté dans les conseils d'administration des banques, des multinationales, de l'Est, etc. Donc l'oligarchie, on y a colonisé les institutions politiques, totalement, a aliéné la conscience collective. Dans le livre sur le capitalisme, je donne la liste sur les derniers 2 ans du résultat des votations populaires, où la Suisse, le peuple suisse, qui est cultivé, qui vote librement, dans le secret, a voté tout le temps contre ses propres intérêts et sur le commandement de l'oligarchie. Contre une augmentation des rentes ABS, contre la caisse publique de maladie qui aurait pu baisser de 30% les cotisations, contre la 5e semaine de vacances, etc., etc. Vous avez toute la liste. Donc il y a l'aliénation, le monopole pratique de la presse, de la télévision, de la radio par l'oligarchie, mais malgré tout, une société civile existe en Suisse. Elle augmente sa capacité.